Barmout, ce nom était quasiment inconnu du grand public il y a encore quelques semaines et désormais c'est là, dans cette petite ville ukrainienne qui comptait 70 000 habitants avant la guerre, l'équivalent de la population de Cannes en France par exemple, que se joue une bataille d'une très grande violence entre la Russie et l'Ukraine. Cette bataille de Barmout pourrait être un véritable tournant dans la guerre en Ukraine. Mais alors pourquoi est-ce que tout se joue actuellement là-bas? On va analyser tout ça ensemble. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau résumé des actualités du jour en 10 minutes. La bataille de Barmout est devenue la plus longue et la plus meurtrière des batailles depuis le début de la guerre en Ukraine. Les combats durent depuis 8 mois, les Russes enchaînent les assauts répétés et désormais en première ligne côté russe, on trouve le groupe paramilitaire Wagner, une société privée de soldats qui soutient donc la Russie et qui a des liens très forts avec la Russie. On en reparlera d'ailleurs beaucoup plus en détail dans ce format des actus du jour dans quelques jours. Le truc c'est que de son côté, malgré les difficultés, l'Ukraine n'abdique pas. Résultat, la ville est à 80% détruite. Il n'y aurait plus que 4000 habitants sur place sur les 70 000 qu'il y avait au départ, avec notamment beaucoup d'habitants qui ont fui. Et les experts parlent d'une véritable boucherie sur place. On compterait entre 20 000 et 30 000 victimes depuis le début des combats à Barmout côté russe, selon des responsables occidentaux cités par la BBC. Mais évidemment, ces chiffres, ils sont à prendre avec énormément de pincettes parce que c'est des pays occidentaux, donc des alliés de l'Ukraine qui donnent des chiffres sur la Russie. Et puis par ailleurs, on n'a pas de chiffres précis concernant l'Ukraine, mais on peut imaginer aussi que côté ukrainien, les pertes et les dommages sont très importants. Alors plusieurs personnes qui couvrent le sujet, comme par exemple le journaliste international des Échos, Yves Bourdillon, comparent en fait cette bataille à celle de Verdun pendant la Première Guerre mondiale. Alors évidemment, rien à voir en soi, c'est pas la même période, pas les mêmes guerres ou quoi, mais là où il y a des éléments de comparables entre ces deux batailles, c'est concernant le fait que c'est une guerre qui dure, avec des tirs incessants, avec des tranchées aussi sur place, deux camps très proches les uns des autres, et on l'a donc dit, beaucoup de victimes. Mais alors pourquoi autant de morts et autant de matériel militaire engagé des deux côtés pour prendre le contrôle de ce qui peut s'apparenter comme ça à une petite ville? Eh bien déjà, il y a un enjeu géographique et stratégique. En effet, Barmout est situé dans le Donbass. Le Donbass, c'est donc une région à l'est de l'Ukraine qui est un enjeu clé dans cette guerre. C'est une région où une grande partie de la population est russophone, c'est-à-dire que même si c'est un territoire ukrainien, eh bien une grande partie de la population parle russe, et c'est l'une des raisons qui fait que Vladimir Poutine la revendique comme région russe. Et c'est aussi une région avec une très grosse activité économique, notamment autour du charbon. Forcément donc tout cela rend la région et donc aussi cette ville stratégique. En fait aujourd'hui Barmout pour l'Ukraine c'est un peu un verrou qui empêche les Russes de progresser. Ce mardi dans une interview aux médias américains CNN, le président ukrainien Volodymyr Zelensky avait affirmé que selon lui, si les Russes prenaient Barmout, alors eh bien les Russes pourraient ensuite prendre d'autres villes. Et d'ailleurs c'est le même discours qu'on a du côté du ministre russe de la Défense Sergei Lavrov, pour qui eh bien prendre Barmout permettrait à la Russie, je cite, de mener de nouvelles opérations offensives en profondeur. On peut noter notamment que Barmout est sur la route de Kramatorsk, qui est une grande ville industrielle absolument capitale pour l'Ukraine. Elle sert en fait de base aujourd'hui pour acheminer une grande partie du matériel militaire ukrainien qui sert donc dans l'est du pays directement depuis la capitale Kiev qui est plus à l'ouest. Donc ça permet de faire ce lien entre les deux régions. Bref, c'est donc une ville d'importance, mais il faut aussi relativiser cette importance stratégique et bien comprendre que au-delà de l'intérêt stratégique de cette ville et de ce point de passage, il y a un enjeu important dans cette bataille de Barmout, c'est davantage un enjeu de communication et de rapport de force en fait entre les deux armées. En effet, la bataille de Barmout est devenue extrêmement symbolique au fil du temps. Pour la Russie, un succès dans cette ville renforcerait la position de Vladimir Poutine, lui permettant de montrer que son invasion de l'Ukraine, que lui appelle une opération militaire spéciale, a des résultats. Et pour l'Ukraine, résister et ne pas lâcher Barmout, c'est montrer que l'on peut gagner cette guerre et repousser progressivement les Russes, comme il l'avait fait d'ailleurs à la rentrée, donc en septembre 2022, dans certains territoires que l'Ukraine avait réussi à reprendre à la Russie. Il faut bien noter qu'aujourd'hui, les forces ukrainiennes sont dans une situation extrêmement difficile à Barmout. Evgeny Prigojine, qui est le chef du groupe paramilitaire Wagner, combat donc en première ligne côté russe, affirme même avoir pratiquement encerclé la ville. Cette situation d'ailleurs fait naître des critiques contre le gouvernement ukrainien. C'est des critiques qui ont été relayées par exemple dans le média ukrainien Kyiv Independent. Certains Ukrainiens estiment qu'il aurait fallu abandonner plus tôt cette ville pour se concentrer sur d'autres combats et que le coût humain est devenu trop élevé sur place. J'en parle ici parce que quand j'avais été sur place en Ukraine il y a quelques mois avec mon équipe, on avait été assez surpris, peut-être pas d'ailleurs surpris, mais on avait observé que eh bien, il y avait une forme de consensus et d'unité très importante derrière
envers l'armée ukrainienne de la part de toute la population, mais aussi d'ailleurs d'une certaine façon de la part des médias. Et donc c'est intéressant d'observer que, y compris sur des médias ukrainiens, eh bien il y a certaines critiques qui peuvent commencer à émerger et donc des débats sur la meilleure stratégie à adopter face à la Russie. En tout cas, l'OTAN, donc l'alliance militaire de pays occidentaux qui est menée par les États-Unis, estime que Bakhmout pourrait tomber aux mains des Russes dans les prochains jours. Évidemment, du coup, je vous tiens au courant, ça me semblait en tout cas essentiel de faire un petit point là-dessus aujourd'hui. Au passage, pensez à vous abonner d'ailleurs, je ne sais pas encore le cas, pour nous soutenir dans notre travail. On poste aussi beaucoup de contenu d'actualité directement sur Instagram. Le nom du compte, c'est Hugo Décrypte, pour avoir un petit résumé quotidien d'actualité. C'est un bon complément. Je vous laisse tout de suite avec Blanche pour les actualités en bref. Merci Hugo et salut tout le monde. On a du nouveau concernant la mobilisation contre la réforme des retraites. 2 nouvelles journées de manifestation ont été annoncées par les syndicats les 11 mars et 15 mars, donc ce samedi et mercredi prochain. L'objectif de la mobilisation du 11 mars, selon les syndicats, c'est de manifester sans faire grève, donc sans perte de salaire pour les grévistes. Ensuite, pour le 15 mars, la date n'a pas été choisie au hasard, puisque c'est le jour où va se réunir la commission mixte paritaire pour discuter du texte de la réforme. En gros, c'est un groupe de 7 sénateurs et 7 députés qui doit arriver à un compromis sur le texte avant qu'il soit soumis au vote de l'Assemblée nationale. Sinon, des perturbations sont à prévoir dans les transports jusqu'à vendredi cette semaine, selon le ministre des Transports Clément Beaune, notamment donc pour les trains. Je vous mets toutes les infos en description. Deuxième actu, ce 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes et pour l'occasion, le gouvernement a dévoilé un plan construit sur 4 ans pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Bon alors, ce plan il contient une centaine de mesures, donc je vais pas toutes vous les énumérer ici, mais je voulais vous parler de quelques-unes. La première, c'est la création de pôles spécialisés sur les violences conjugales dans les tribunaux avec des juges spécialement formés. La deuxième, c'est de diminuer les délais pour prononcer des ordonnances de protection des femmes en danger à cause de leur conjoint ou leur ex-conjoint violent. Concrètement, ça veut dire que ces ordonnances pourront être prononcées par la justice sous 24 heures, alors qu'aujourd'hui, le juge a 6 jours pour les délivrer. On peut aussi citer la création d'un fichier des auteurs de violences en croisant les fichiers des ministères de l'Intérieur et de la Justice, ou encore le durcissement des sanctions concernant les viols en série, pour lesquels la peine maximale passera de 20 à 30 ans de prison. Par ailleurs, Emmanuel Macron a annoncé ce mercredi un projet de loi sur la constitutionnalisation de l'IVG, donc en gros inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution, qui est la loi suprême en France, pour qu'il ne soit pas remis en cause. Concrètement, en fait, vu que ça vient du gouvernement, ça permet au projet de loi d'être approuvé en dernier ressort à la majorité des 3/5 du Parlement, donc l'Assemblée nationale et le Sénat réunis, sans passer par un référendum. D'ailleurs, à propos des droits des femmes, on passe à une troisième actu en Espagne. Un tribunal a condamné un homme à payer plus de 200 000 € à son ex-femme pour s'être occupé du foyer pendant leur mariage. Selon l'avocate de la femme, cette somme représente le salaire minimum pour la période de juin 1995 à décembre 2020, c'est-à-dire 24 ans et demi. Mais alors, pourquoi cette décision de justice ? Eh bien, selon la femme, son mari ne voulait pas qu'elle travaille à l'extérieur, à part lorsqu'elle l'aidait dans les salles de sport dont il était propriétaire, en s'occupant, je cite, des relations publiques ou en étant monitrice, un travail pour lequel elle n'était pas du tout rémunérée. Bref, c'est donc une décision symbolique en cette journée internationale des droits des femmes. Quatrième actu, et ça concerne la santé. D'après une étude de l'université britannique de Cambridge, marcher 11 minutes par jour permettrait de réduire fortement le risque de décès prématuré, de maladies cardiovasculaires et de cancer. Et donc une mort prématurée sur 10 pourrait ainsi être évitée. Alors, ces résultats ne sont pas vraiment étonnants sur le fond, puisqu'on sait qu'il vaut mieux faire un peu d'effort que pas du tout, mais ils sont intéressants statistiquement. En effet, cette étude a été réalisée grâce aux données de 196 études différentes, faites sur 10 000 personnes minimum, et donc elle s'appuie sur un très grand nombre de participants, près de 30 millions. Enfin, dernière actu, il est finalement possible de dire des gros mots sur YouTube sans risquer de voir sa vidéo démonétisée. Si vous n'aviez pas suivi, en fait, début janvier, YouTube avait décidé de ne plus offrir de revenus pour les créateurs si leurs vidéos comportaient des gros mots. Cette décision avait fait pas mal parler et les créateurs jugeaient la plateforme trop sévère, ils y voyaient notamment une contrainte supplémentaire dans leur montage. Et donc finalement, YouTube a décidé d'assouplir la règle. Désormais, les vidéos qui contiennent des mots vulgaires modérés comme merde ou bordel seront quand même monétisés. Par contre, des mots, je cite, très grossiers, comme par exemple putain, qui sont utilisés dans les 7 premières secondes de la vidéo, dans la miniature ou dans le titre, continueront de bloquer automatiquement la monétisation. Merci beaucoup Blanche. Alors il n'y avait pas de débat hier, mais il y a un petit débat aujourd'hui. Soutenez-vous la grève reconductible contre la réforme des retraites? Et pour participer, ça se passe directement dans l'onglet communauté. Hier, on parlait de la question des empoisonnements en Iran. Je vous renvoie à la vidéo des actus du jour d'hier si vous voulez en savoir plus sur ce sujet-là. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.